Bonjour, bonjour à tous. Tout le monde m'entend? Alors, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web. Il y a quelques mois, j'ai rejoint une petite boîte aux États-Unis qui s'appelle Open Devise. Alors, en gros, chez Open Devise, on travaille sur des outils open source pour améliorer la création, la gestion et la publication de contenu pédagogique. Donc, documentation, formation, présentation dans les confs. On considère que tous les contenus, la doc, c'est comme n'importe quel composant applicatif. Ça doit être outillé avec du versionning, du build, du déploiement. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir. Par contre, moi, donc, je bosse en remote, je suis toujours à Lille. Alors Lille, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est la seule ville où quand la braderie est annulée, t'as quand même des mecs qui font des tas de moules dans la rue. Alors je suis pas venu ici à Bordeaux pour vous parler de moules, hein, ça se saurait. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler de mes vacances au ski. Alors, en fait, ça fait plusieurs années que je pars avec le même groupe d'amis. L'organisation est plutôt bien rodée, hein. En fait, début septembre, on a deux de mes potes qui se lancent dans la recherche de la station sympa et puis surtout un chalet qui puisse accueillir une douzaine de personnes. Faut qu'on puisse avoir de la place pour tout le monde pour bouffer, pour dormir. Il nous faut des portes bien épaisses pour les couples. Et forcément, il faut que ce soit pas trop cher, mais un peu quand même pour avoir un sauna. Alors, une fois qu'ils ont trouvé la perle rare, il est temps d'envoyer le fameux mail de lancement. Alors, il y a un peu de blabla à rédiger. Donc souvent, il y a des liens à mettre. Souvent, mes potes, ils vont rédiger le mail sur desktop parce qu'ils trouvent ça plus confortable. Alors, une fois le mail envoyé, je sais pas vous, souvent ce genre de mail groupé, vous avez déjà remarqué, plus il y a de destinataires dans un mail groupé, plus on met de temps à répondre. C'est un truc de dingue. Moi, cette fois-ci, cette année, j'avais mon téléphone dans la poche, j'ai reçu le mail, donc j'ai eu la notif sur l'application native. J'ai tout de suite regardé le mail, je fais « Ah, génial, ok ». Donc là, je commence à cliquer sur les liens. Ah, ils ont trouvé un lien sur un chalet sur le Bon Coin cette année, cool. Donc là, je clique dessus. Alors, à l'époque, l'année dernière, le site du Bon Coin, il n'était pas responsive. Maintenant, il l'est, mais au final, pour choisir ce genre de choses, je vais préférer passer sur un gros écran sur mon desktop et pouvoir vérifier qu'on est plutôt dans la catégorie taudis ou la catégorie palace, quoi. Donc cette année, ils avaient trouvé quand même un truc plutôt cool, je valide. Alors jusqu'ici, rien d'extraordinaire, hein. On a un lien Doodle qui vient, qui est motivé. Moi, j'étais déjà sur desktop, donc j'ai répondu sur mon navigateur de bureau. Et donc là, on passe à l'étape 2, le pognon. Bah oui, parce qu'on a un pote qui a avancé la compte pour le chalet, donc forcément, maintenant, il faut le rembourser. Alors, il n'accepte pas encore les bitcoins, du coup, il nous envoie son IBAN. Là, c'est le festival des gens qui répondent à tous en mode « c'est bon, j'ai payé ». Moi, la plupart du temps, je vais faire un virement avec l'application native de ma banque. Je trouve ça hyper simple. J'ai déjà mes potes en bénéficiaire. Ça va assez vite, quoi. Étape 3, le train. C'est là que tu remercies le pote qui se lève à 6h du mat pour choper les meilleurs tarifs. Bon, lui, il va sur Voyage SNCF. Moi, j'essaye de le convertir à Capitaine Train. Sauf qu'ils ont changé de nom et puis ils se sont fait racheter. Mais au final, je suis presque à réussir à le convaincre d'utiliser le service qui est vraiment bien. Moi, en général, je vais réserver sur le desktop. Ça me permet de faire mes recherches tranquillement. Par contre, sur le quai et dans le wagon, je vais préférer utiliser l'application native. Dernière étape, la semaine de ski. Donc à 12, ça devient vite pratique d'avoir un chat de groupe. Donc pour ça, nous, on utilise Facebook Messenger. Encore une fois, l'application native, on a les notifs, etc. Vous pourriez utiliser n'importe quel concurrent. Alors pour les comptes, moi j'utilise Tricount. Il y en a qui connaissent Tricount? Pas beaucoup. Donc, Tricount, ce qui est canon, c'est les comptes entre amis, hein. Il y a plein d'alternatives. Ça permet, quand quelqu'un a pris un coca à 12 € en altitude, de savoir combien il doit rembourser, etc. Donc en général, moi j'utilise l'application native, elle marche en mode hors ligne, je peux saisir toutes les dépenses de tout le monde, et en fin de semaine, je partage le lien, et les gens peuvent refaire un festival d'IBAN, etc.
en dehors du temps de travail, bien entendu. Alors, normalement, vous n'êtes pas venu ici pour savoir si je suis goofy ou régulier. On va plutôt s'intéresser aux différents services que j'ai utilisés avant et pendant ma semaine de vacances. Alors le premier point intéressant, c'est que j'ai parfois utilisé mon ordi et parfois mon téléphone. Et finalement, la plupart du temps, l'utilisation desktop versus mobile, elle va être vachement liée au contexte, au lieu, à l'heure de la journée, est-ce que je suis fatigué, il y a énormément de facteurs. Et on a aussi l'usage finalement qui influence énormément ce choix, si jamais on peut appeler ça un choix, parce que chez l'utilisateur, il est rarement « tiens, quel device je pourrais bien utiliser ?» C'est quelque chose qui se fait naturellement. Si je regarde un chalet pour une semaine de ski, que le site soit responsive ou pas, comme je le disais, je vais préférer aller sur un plus gros écran. La deuxième question intéressante, c'est pourquoi nos utilisateurs installent des applications natives et pourquoi parfois ils visitent des sites web. Alors déjà sur desktop, il n'y a pas photo, on installe de moins en moins de choses, le web a complètement transformé les usages, nos navigateurs, enfin les browsers qu'on utilise sont carrément devenus des OS applicatifs. Par contre sur mobile, bon, l'application native est reine. Je pense que le slogan de l'iPhone, il y a une application pour tout, il y a beaucoup pour ça. Les utilisateurs, ils se sont vite habitués à quelque chose qui a finalement moins de 10 ans, à installer quelque chose, à avoir une icône sur l'écran d'accueil. Et c'est vrai qu'avec les applications natives, de manière générale, ils se sont habitués à ce que quand on saisit une dépense, on ne se soucie pas du fait qu'on ait une connexion Internet ou pas, on profite des notifications push, on partage sa position GPS. Alors particulièrement aussi, si je suis dans le funiculaire et que je tape un message alors que j'ai pas Internet, j'ai pas à me soucier quand je sors du funiculaire et que j'ai re-Internet de vérifier que le message s'envoie. Une application native est totalement capable de dire c'est bon, il y a Internet, maintenant je réessaye d'envoyer le message. Du coup, côté du web, c'est un peu moins glorieux. En tout cas, historiquement, les utilisateurs boudent un web qui pendant trop longtemps a eu un gros retard technologique. Et finalement, les sites mobiles et responsive qui sortent du lot, après ça reste à débat, mais moi je trouve qu'ils se font encore assez rares sur des sites de grand public. La plupart du temps, on a une page qui donne le choix à l'utilisateur, qui fait « Installe mon application » ou « Poursuis à tes risques et périls sur une version non optimisée ». Donc, la version non optimisée, alors en gros, c'est un site desktop que tu ne peux pas dézoomer et les menus sont activables avec une souris que tu n'as pas. Donc, c'est génial. Et puis, faut pas non plus rentrer dans la caricature. C'est facile de dire les sites web c'est bien, les applications natives c'est tout pourri. On n'est pas là-dessus, c'est plus subtil. Finalement, pour une banque, ma banque, elle n'a qu'une application. C'est pas comme une appli de to-do list ou de compte entre amis. J'ai pas besoin de faire un benchmark de 4 trucs à installer pour vérifier laquelle me plaît. Et puis, finalement, ça a du sens. Ma banque, elle change pas. Enfin, je change pas de banque tous les 3 mois. Donc, c'est quelque chose que j'installe. C'est dans la durée. Donc, pourquoi pas. Par contre, quand je suis dans l'éphémère, quand je clique sur un lien pour répondre à un sondage, j'ai pas envie d'installer une application. En plus, quand on voit que la moitié de l'écran est réservée à des bannières pourries, la bannière gentille des cookies, etc., on se dit, ouais, j'aurais peut-être dû installer l'application, je sais pas. Si on en est arrivé là, c'est parce que finalement, pour une marque, une start-up, une DSI, un développeur, vous, moi, le choix natif versus web, il est très difficile. On a en tête que sur mobile, un développement natif, ça va être préférable à un développement web. On entend énormément ça. Moi qui suis fan du web, ça me fait toujours un peu suer d'écrire ça, mais on entend beaucoup ça chez nos MOA, chez nos clients, etc.
Et puis souvent, on a les arguments, ouais, mais du coup, je veux du Orleans, du coup, il faudrait peut-être faire du natif, je veux du push, je veux m'intégrer avec l'operating system, et puis surtout, c'est plus performant. On entend tout le temps ça, quoi. Puis à la fin de la réunion, on a toujours « Et t'as vu, j'ai des super stats, les gens ils passent carrément plus de temps sur les applications natives et pas du tout sur les sites web mobiles. » Donc là, on revient à l'étape 2. Vous ne suivez pas. Le pognon. Bah oui, parce que si on fait du natif, ça va coûter 2 fois plus cher. Il y en a qui ont des Windows Phone dans la salle? Bon, ça va coûter 3 fois plus cher, mais le débat est le même. Du coup, on a inventé les applications hybrides. C'est génial, ça. On fait du web avec les avantages du natif. Ouais, pas exactement. En fait, on est surtout en train de packager des techno-web dans une application qui va finir sur un magasin d'applications propriétaire, qui va avoir ses règles, qui évoluent de publication, de censure, de ce que vous voulez au niveau des prix. On n'a pas cette liberté qu'on a depuis le tout début du web. Puis en faisant ça, on oublie complètement ce qui fait la force du web depuis sa naissance, c'est les liens hypertextes. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais reformuler pour ceux qui veulent tweeter. Les URL, c'est la vie. Et finalement, c'est grâce aux liens hypertextes que sur le web, on va pouvoir construire une audience bien plus large, plus rapidement ou plus facilement, parce que l'acquisition enfin, on partage un lien et puis c'est tout, quoi. Pas besoin d'installer, pas besoin de valider des permissions. Et oui, les utilisateurs, ils passent beaucoup de temps sur leurs applications natives, mais en moyenne par mois, ils n'installent aucune application. J'exagère, mais en tout cas, il y a 65% sur une stat américaine qui en installe 0 par mois. Et en fait, si on regarde de plus près, on a 25% des applications qui sont abandonnées après la première utilisation. On a 42% du temps qui est passé sur la première app du téléphone. Et les 3/4 qui sont passés sur les 4 applications les plus utilisées. Et non, votre application n'en fait pas partie. Il n'y a personne qui bosse chez WhatsApp, Pinterest, Google, Facebook, Twitter et compagnie. Voilà. Donc, c'est l'heure de la pub. Ah, la balise Blink, c'était le bon temps. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse avoir vraiment le meilleur des deux mondes. Le web, tous les avantages du web, les liens hypertextes, le fait d'accéder instantanément à une information, et avoir l'ensemble des avantages qu'ont les applications natives. Et c'est à peu près ce que Google, Mozilla, Opera, Samsung, Microsoft nous promettent avec les Progressive Web Apps. Waouh, nouveau buzzword. Attendez avant de mettre à jour votre compte LinkedIn, doucement. C'est hyper important. Le premier point, c'est qu'il ne s'agit pas d'une technologie. C'est un terme marketing pour décrire un site web moderne qui a pris toutes les bonnes vitamines. Et les termes marketing, dans le monde du dev, on en a besoin. C'est pas sale, c'est pas grave. Le seul impératif, c'est que ça veuille dire quelque chose. On veut éviter les clients qui nous demandent de développer des sites 3.0 hébergés en cloud maîtrisé, tous ces trucs-là. Il faut que ce terme ait un sens, et quand on y repense, des termes dans ce genre-là, on en a déjà eu quand Jesse James Garrett nous parle d'Ajax. Finalement, il décrit un usage de l'XML HTTP request qui a été implémenté en premier par Microsoft. Et il nous décrit un peu tout ça, et c'est un peu avec ce terme qu'on a tous mis dans nos profils Monster à l'époque. C'est avec ce terme-là qu'on a fait parler de mettre à jour partiellement une page web, de faire des allers-retours serveurs sans recharger toute la page. On a eu la même chose récemment avec le responsive web design. Moi, j'ai aucun client qui me dise « Alors, notre site, on veut des media queries, ok ?» Ils nous disent « Ouais, il faut que ce soit responsive », ou alors ils disent « On veut que ça fasse comme ça. » Vous savez, et ces termes, à chaque fois, ils se basent sur une technologie, alors parfois qui n'est pas encore un standard, qui le deviendra,
Et ils décrivent une méthode. Donc pour les Progressive Web Apps, on a la même chose. On a un article de Alex Russell qui date de l'année dernière, il y a un an et demi, presque en juin. Et en fait, dans cet article, Alex nous décrit des sites web modernes qui commencent leur vie dans un onglet de navigateur, comme n'importe quel site, et qui finissent sur l'écran d'accueil à peu près au même rang qu'une application native. Alors son article énumère 10 caractéristiques, 10 attributs. Je vous propose de s'y intéresser en fait. Alors la première, c'est linkable. Bah oui, les liens hypertextes, c'est le truc le plus important sur le web. Avec un lien, j'accède instantanément à une information. Je ne dépends pas d'un magasin d'applications. Voilà. J'ai pas besoin de télécharger 6 mégas pour répondre à un sondage. 600 kilos, bannière comprise, ça suffit largement. On a d'autres usages dans lesquels on n'a pas envie, enfin en tout cas moi j'ai pas envie d'installer une application. L'autre jour je me baladais et on me dit payer par mobile, stationner plus facile. Ouais, je suis pas hyper convaincu. Et finalement, si je pouvais payer très facilement sans installer quoi que ce soit et rester dans l'éphémère, je trouverais ça plus simple. Et puis si vous regardez de plus près, si vous avez autre chose qu'un iPhone et un Android, vous êtes foutu. Donc question laisser la concurrence émerger, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que si vous vous intéressez au sujet du physical web, je vous conseille de regarder un peu. On essaye avec ce genre de choses de résoudre ces problèmes-là et d'interagir avec des appareils physiques directement dans des pages web. Alors le deuxième point, c'est responsive. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'enfoncer le clou. Au pire, si quelqu'un ne sait toujours pas ce que c'est, vous lui ressortez l'illustration de Stéphanie Walter. Le contenu, c'est comme de l'eau, ça s'adapte. Voilà. Je ne m'attarde pas là-dessus. Le troisième point, c'est safe. Alors là aussi, vous dites, c'est du vu et revu, HTTPS, merci, au revoir. Alors j'en profite au passage pour vous dire que sur une application native, j'ai aucune idée de comment savoir si cette application est sécurisée. C'est une banque, c'est sécurisé. Alors qu'avec un site web, finalement, je vois le cadenas vert et monsieur, madame, tout le monde se sont à peu près habitués au cadenas vert. Quelqu'un leur a dit, bah voilà, quand tu tapes ta carte bleue, fais gaffe. J'ai des informations, je peux voir que ma banque n'est pas hyper à jour, mais c'est pas bien grave. Mais au moins, j'ai un peu plus d'informations. Le quatrième point, c'est Connectivity Independent. Donc, être complètement indépendant de la connectivité. Donc ça, c'est mon sujet, c'est mon dada. C'est ce que j'appelle éviter l'effet Jurassic Park. Alors là, normalement, c'est toujours là qu'il y en a un qui dit « Ouais, mais attends mec, on est en 2016, on a la 4G, la fibre, ma montre, elle commande sur Internet des trucs à mon frigo et tout. » Sauf que le web, c'est pas que des mecs de la Silicon Valley qui vont au boulot en Uber, quoi. On a 1 milliard d'internautes qui arrivent, ils viennent d'Inde, ils viennent d'Amérique du Sud, ils viennent d'Afrique. Et ceux qui disent ça, au final, ils oublient complètement la loi de Murphy, qui, je le rappelle, s'adresse à tous les êtres humains. Et c'est souvent les mêmes personnes qui codent ça, d'ailleurs. Alors, en fait, pour résoudre ce problème, il faut penser offline first. Donc offline first, les deux termes sont très importants. L'idée, c'est pas du tout de résoudre les problèmes des gens qui ont activé le mode avion, c'est de dire, dans un premier temps, je pars du principe que je n'ai pas de connectivité et je vais essayer d'afficher un maximum d'informations sans avoir besoin du réseau. Et ensuite, je vais mettre à jour les informations que j'ai affichées, qui venaient d'un cache, et je vais mettre à jour tout ça. Mais donc on est bien sur, dans un premier temps, je fais comme si j'étais hors ligne. On a un très bon exemple de site web qui est en ce moment qui est Flipkart. Donc c'est de ce qu'on m'a dit le Amazon indien. Et ils sont beaucoup en Inde, donc j'ai l'impression que c'est important. En gros, c'est un des exemples de Progressive Web App qu'on montre le plus, même s'il n'est pas responsive. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, eux, c'est que s'ils détectent pas de connexion du tout, ils sont un peu en mode télé noir et blanc comme à l'époque.
Et par contre, ce que vous avez déjà visité, eh bien, vous pouvez encore naviguer dessus. Donc la page produit, je peux toujours aller la voir. Et si j'ai une connexion classique, donc celle où votre opérateur a, vous savez, quand vous avez 4 barres de 4G, mais en fait vous n'en avez pas, ils font la même chose. Donc en fait, tout se charge instantanément. Et là, ça va énormément dépendre de votre business. C'est est-ce que le stock et le produit, je l'affiche même sans connexion? Peut-être pas. Par contre, la photo, la description, oui. En fait, pour réussir à faire tout ça sur le web, parce que tout ce que je viens de vous montrer hors ligne, etc., c'est possible, ça se base de la même manière que les autres articles dont je vous parlais sont basés sur des technologies. Les Progressive Web Apps se basent essentiellement sur les service workers. Donc en fait, c'est une nouvelle spécification qui décrit une API bas niveau pour répondre aux problématiques de hors-ligne, de mauvaise connexion, et qui va pouvoir aussi ouvrir la porte à d'autres idées pour réduire l'écart entre le web et le natif. Alors c'est une spec sur laquelle travaillent Mozilla, Google, Samsung, Microsoft. Non, eux, ils ne travaillent pas encore dessus. En gros, un service worker, ma phrase est peut-être mal dite, Microsoft travaille dessus. Enfin bref. En gros, un service worker, faut voir ça comme un proxy programmable qui est dans le navigateur et qui va intercepter toutes les requêtes qu'il y a entre vos pages, votre serveur, et qui a son propre cache. Wow. Ok, on la refait. Prenez vos pages web. Elles sont chargées depuis le réseau. Jusqu'ici, tout va bien. Vous rajoutez un proxy. Il se trouve côté client. Ça commence à faire flipper ou pas? Il est codé en JavaScript. Et il intercepte toutes les requêtes qui sont faites entre les pages web et le réseau. Et il a son propre cache. Ok? Avec ce système-là, vous avez, alors je vais être un peu marketing, j'en sais rien, mais une technologie qui arrive dans le navigateur qui est peut-être aussi impactante que ce qu'on a connu quand l'Ajax et l'XHR sont arrivés. On va pouvoir avoir des patterns pour améliorer les performances de manière générale, pour améliorer la connectivité. Il y a des gens en Afrique, pour installer des APK, ils se les transmettent par clé USB parce qu'il y en a un seul qui a payé avec son forfait le download. La data, ça coûte cher dans énormément d'endroits du monde. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors, ça ne fonctionne qu'en HTTPS. Wow, HTTPS. Donc là, normalement, vous avez peur parce que vous avez votre porte-monnaie, machin. Mais en fait, c'est hyper rassurant. Vous devriez vous dire, tu veux dire qu'un truc en JavaScript qui intercepte toutes les requêtes, il a forcément besoin d'être sécurisé. Je suis rassuré. Parce que finalement, vous faites votre site BDX.io, vous utilisez des service workers. Toutes les requêtes qui partent de n'importe quelle page de BDX.io sont interceptées donc toutes les requêtes qui partent de BDX.io dans le navigateur vers BDX.io, ok. Mais toutes celles qui partent ailleurs, vers les gravatars des speakers, vers le tracker Google Analytics, etc., toutes ces requêtes sont aussi interceptées. Donc maintenant, imaginez que vous êtes dans un Wi-Fi d'aéroport. Vous savez, les Wi-Fi où quand vous êtes sur une page web, on vous injecte les horaires de votre avion. C'est génial. Je trouve ça super pratique et flippant. Et en gros, si vous naviguez sur un site HTTP et que c'était possible de faire ça, ça veut dire que n'importe qui peut injecter un script dans votre navigateur. Et quand vous rentrez chez vous, vous allez au bureau, etc., ce script, il est toujours en train d'intercepter les requêtes quand vous naviguez et il peut vous dire n'importe quoi. Donc c'est hyper important. Ça marche sur un service worker est commun à toute une origine. Donc je rappelle, une origine, c'est pas que le domaine, hein, c'est bien tous les sous-domaines, le domaine, le port, etc. Et puis pour votre porte-monnaie, normalement, j'ai une bonne nouvelle. Alors, qui connaît Let's Encrypt? Ça, c'est cool. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Let's Encrypt, c'est une nouvelle autorité de certification qui délivre des certificats valides, quand même, gratuits,
Le protocole avec lequel on peut récupérer un certificat est open source. Donc là, vous dites, attends, le mec, c'est open source, c'est gratuit, c'est un truc de hippie, quoi. Non. Non, 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 non. C'est clairement un truc qui a pris énormément d'ampleur depuis un an. Ça, c'est le nombre de certificats générés. On a dépassé les 10 millions récemment, sachant qu'il y a en moyenne 2 domaines, 2 origines par certificat. C'est vraiment 2016 l'année du HTTPS, quoi. Alors, comment ça marche les service workers? En fait, d'abord, dans un script qui est dans votre page web, vous allez vérifier que les service workers sont supportés sur le navigateur qui est en train de vous visiter. Ça, normalement, c'est une bonne pratique. Et ensuite, vous allez appeler donc serviceworker.register et vous dites ce fichier JS là, c'est celui-là qui code le fonctionnement de cette espèce de proxy. Donc ça retourne une promesse JavaScript. Donc si tout se passe bien, on rentre dans le Zen. Et si ça se passe mal, on fait quelque chose d'utile et pas juste un log, n'est-ce pas? Des promesses JavaScript, il y en a partout sur les service workers et sur quasiment toutes les nouvelles API du navigateur. Donc je vous conseille vraiment de vous y mettre. Donc ça, c'était côté page. Le service worker, il s'exécute dans un thread qui est indépendant de vos pages. Donc là, on est bien sur un script qui va s'exécuter et qui n'a pas accès au DOM. Du coup, l'objet window, vous oubliez, ce qui est peut-être pas plus mal. Et par contre, vous avez un objet global qui s'appelle self. Et vous allez pouvoir écouter des événements. Alors, l'événement le plus intéressant, c'est fetch. Avec cet événement, quand vous mettez un listener dessus, vous êtes la NSA. Vous voyez passer toutes les requêtes faites par la page web. Quand je dis toutes les requêtes, souvent on pense, ok, donc toutes les requêtes Ajax. Non, pas que. La page web en elle-même qui se charge, interceptée. Les balises script, images, vidéos, style, police, flash, tout ça c'est intercepté. Et avec ça, vous allez pouvoir répondre ce que vous voulez. Alors je vous rassure, construire vos propres réponses à la volée, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert, mais c'est très très rare. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller stocker des informations qu'on a déjà, des horaires de ciné, une page produit, les billets que vous avez achetés en avion, en train ou je sais pas quoi, ils vont pas changer. Donc pour ça, on a besoin d'une nouvelle API de stockage qui s'appelle le cache. Alors en gros, c'est une map qui fait correspondre des requêtes à des réponses. Jusque-là, facile. C'est à peu près les mêmes règles que le cache HTTP, mais c'est bien une forme de cache qui est différente, que vous allez maîtriser vous-même. J'ajoute des choses dans le cache, je retire des choses dans le cache, je cherche dans mon cache quelque chose qui match, et donc par rapport au header notamment, on va pouvoir jouer de la même manière que le cache HTTP. Et donc du coup, maintenant que j'écoute les fetch, par exemple, eh bien je vais pouvoir dire, bah là j'ai envie de répondre avec un truc qui est dans mon cache et qui match la requête que je viens d'intercepter. Alors bien entendu, il va vous falloir des stratégies de cache en fonction de vos types de ressources et de contenu. Et comme c'est programmable, vous allez très bien pouvoir dire, alors tiens, je vais mettre un if, et puis si c'est une URL qui match /API par exemple, là je vais vouloir répondre depuis le serveur. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est pour simplifier. Alors pour répondre depuis le serveur, on ne va pas utiliser l'XML HTTP request parce que le nom il est tout pourri. Il y a des majuscules, des minuscules, on s'en sert avec autre chose que de l'HTTP, on met du JSON dedans depuis des années. Après il y a une vraie raison, c'est que malgré le asynchronous de Ajax, avec une URL et une XHR, on peut créer un appel qui est synchrone, qui est bloquant. Et ça, en fait, dans un service worker, c'est pas possible. Et puis, quitte à proposer des nouvelles API, si on a quelque chose de plus moderne que ce truc-là, c'est quand même mieux, quoi. Donc pour ça, on a une nouvelle API de requêtage qui s'appelle Fetch. Elle est disponible côté service worker, mais aussi côté page. C'est-à-dire que demain, même si vous n'utilisez pas de service worker, peut-être qu'au lieu de faire new XHR ou d'utiliser jQuery ou quoi que ce soit, vous allez peut-être juste appeler Fetch.
c'est une spec dans laquelle vous allez retrouver les objets request et response du cache des service workers. Et en fait, si je prends mon exemple de tout à l'heure, je fais juste fetch URL. Bon, en fait, ça retourne une promesse. Et quand la promesse alors je sais que résout, c'est pas exactement le bon terme, enfin quand vous récupérez un résultat, en fait, vous n'avez pas la totalité de la réponse HTTP. Parce que l'idée, c'est que demain, on puisse faire du streaming. Donc, si vous voulez toute la réponse et l'avoir en JSON, vous allez combiner des promesses pour pouvoir récupérer tout le JSON, tout le texte, ou quoi que ce soit. Alors, de base, ça fait un get. Vous avez un objet de paramètres, vous pouvez faire du post, changer les headers, décider d'envoyer les cookies. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc, du coup, maintenant, dans mon if, je vais pouvoir dire « réponds avec, je fetch cette requête ». Donc là, ce qui est top, c'est que vous êtes en train de dire au navigateur je vais vraiment appeler le réseau et je veux l'appeler avec exactement cette requête-là, avec les mêmes query param, les mêmes cookies, les mêmes headers, etc. Le 5e point, c'est être tout le temps à jour. En gros, on veut éviter ça. Ceci est une vraie vidéo que j'ai prise hier parce que j'utilise jamais Windows d'habitude et il m'a encore fait le coup avec Windows 10. Ça existe encore. Ça a duré un bon 30 minutes. En fait, on veut essayer de reproduire le système de Chrome Firefox, par exemple. De dire, je charge la version N, je navigue, et pendant ce temps-là, lui, il va aller voir s'il n'y a pas une version N+1, il la télécharge, et puis la prochaine fois que je démarre, il me la mettra. Au final, pour un navigateur, c'est carrément convenable ce genre de choses. Pour certains sites, ce sera convenable. Par contre, si vous bossez pour une marque de vêtements et que vous avez mis un bonhomme tout nu sur la page d'accueil, je cite personne, et que vous voulez absolument faire une mise à jour, vous avez aussi la possibilité de forcer une mise à jour ou de demander à l'utilisateur, parce que c'est toujours un peu brutal de forcer une mise à jour, de lui dire il y a une nouveauté, est-ce que tu veux pas rafraîchir la page? Donc pour ça, vous avez 2 événements dans le service worker qui s'appellent install et update. Le fonctionnement de ce cycle de mise à jour est assez complexe, donc je ne rentre pas dans les détails, mais vous allez pouvoir gérer un moment où vous installez une nouvelle version et un moment où vous videz, vous nettoyez vos caches à partir du moment où vous êtes sûr qu'il n'y a plus une seule page d'ouverte sur l'ancienne version. Alors le 6e point, c'est essayer d'avoir des interactions un peu plus proches des applications natives. Les gens sont vraiment habitués à certains standards de qualité. Et pour ça, l'article nous propose un paradigme qu'ils appellent Application Shell. Donc de dire mon application, il y a une partie qui est très statique, c'est ma coquille, mon shell, c'est les barres d'outils, les icônes, les styles et tout ce dont j'ai besoin de base pour mon application. Et après, j'ai tout ce qui est dynamique. Mes pages produits, mes résultats de recherche, mon article, si c'est un blog, etc. Et l'idée, c'est de bien séparer les deux, d'avoir des stratégies de cache différentes et d'afficher directement depuis le cache, en mode offline first, la partie shell, la coquille. Donc c'est exactement ce que fait Flipkart. Flipkart, que j'ai une connexion bonne, pas du tout, de base, il m'affiche ça instantanément. Donc là, ils utilisent vous savez, les petits placeholders que Facebook a pas mal rendu célèbres, de dire « Ah, et bientôt, il va y avoir des contenus là », et pendant ce temps-là, il va chercher la liste de produits. Et donc, une fois qu'elle arrive, c'est remplacé, bien entendu. Alors, le 7e point, c'est un des points que, à mon avis, vos maîtrises d'ouvrage, vos clients, qui que ce soit, vous demandent tout le temps, c'est « Ouais, mais moi, je ne peux pas faire du web, il faut que j'ai des notifications. » Bah oui. Tout le monde veut pouvoir solliciter ses utilisateurs de la bonne ou de la mauvaise manière. Là, ce que vous voyez là, c'est une notification que j'ai reçue sur mon téléphone depuis une page web. Donc mon téléphone était dans ma poche, le navigateur était éteint, aucun onglet d'ouvert, j'ai reçu cette notification. Donc ça vient d'une démo qu'a fait Google, qui s'appelle Emojoy. C'est un chat qui n'envoie que des emojis.
Donc c'est très pratique. C'est aussi très pratique quand vous faites une démo de ne pas avoir à modérer les tests des gens, n'est-ce pas? Alors là, vous dites, ouais, c'est une démo Google, un truc qui est sorti la veille d'une conf. En fait, ça marche avec Facebook depuis presque un an. Moi, depuis que j'ai changé de téléphone il y a 6 mois, j'ai pas réinstallé l'application Facebook parce que l'usage que j'en ai n'est pas extraordinaire et j'ai juste envie d'avoir quelques notifs de temps en temps. Et en fait, comment ça marche? L'idée, c'est que votre service worker, le thread qui exécute votre fameux JavaScript, il est endormi par le navigateur dès qu'il ne fait plus rien ou dès qu'il... Enfin, c'est le navigateur qui décide tais-toi ou endors-toi. Et donc, depuis le réseau, vous allez recevoir une notification push et votre navigateur va dire hey, toc toc, là, il y a une notification push pour BDX.io, tu es le service worker qui gère tous les appels de BDX.io, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, le script, par exemple, celui qu'auraient fait les organisateurs, il dit bah alors j'ai envie d'afficher une notification, ok. Donc là, on est sur un deuxième temps. Les gens, parfois, ils cliquent sur la notification 1 heure après. Et quand il clique, là encore, ça vient réveiller le service worker s'il s'est endormi. Et il a cliqué sur la notif, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on affiche la page, par exemple. Après, il y a des notifications qui ne portent pas à ouverture de quoi que ce soit, qui sont juste des informations. Donc tout ça, ça marche encore avec des événements. Donc votre thread, votre service worker, il va pouvoir se faire réveiller s'il reçoit des événements push. Et donc là, vous allez pouvoir dire, attends un peu, j'affiche une notification. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est avec ce modèle-là, on a énormément, on a de plus en plus de types d'événements qui vont adopter ce système. Donc, du coup, si on a une notification et que la personne clique dessus, on va pouvoir se faire réveiller et exécuter du code. Alors, ouais, je vais vous épargner les détails. Pour l'instant, sur Chrome, ça marche avec Google Cloud Messaging, mais on a une spec qui arrive, qui est un peu implémentée par Firefox, mais comme elle bouge encore, c'est un peu compliqué. Mais l'idée, c'est de standardiser aussi ce qui se passe entre le serveur et le device, et pas forcément de dépendre d'un serveur de push figé et propriétaire. Alors le 8e point, c'est découvrable, je ne sais pas comment le traduire. En fait, l'idée, c'est que tous ces sites, ces Progressive Web Apps, possèdent un manifeste. C'est un fichier JSON qui vient décrire l'application. Donc un titre long, une série incroyable d'icônes dans toutes les résolutions possibles. SVG, quoi, mais bref. Vous décrivez une URL de départ. C'est la page principale sur laquelle on va arriver quand on ouvre votre application. Et puis après, vous avez différentes propriétés. Vous pouvez dire j'enlève les barres de navigateur, je force le mode portrait, et puis je vais mettre un peu de thème. Le mec, il vient de dire qu'on pouvait enlever les barres de navigateur, mais du coup, on ne voit plus l'URL. La force du web. Les URL, c'est la vie. Ouais. Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus en ce moment. Il y a des gens qui font « Ouais, mais c'est nul. Ouais, mais non, c'est bien. » Donc, en tout cas, Google travaille là-dessus pour essayer de trouver quelque chose qui résolve ce problème. Opera a déjà des idées. Je pense qu'il faut attendre encore un peu avant que ça vienne. Mais l'idée avec ce manifeste, c'est que il est référencé dans votre HTML et finalement, n'importe quel moteur de recherche pourrait dire demain, ce qu'ils font déjà avec des applications natives, tiens, j'ai trouvé des Progressive Web Apps, des sites web un peu sympas, avec des notifs qui marchent en mode hors ligne, qui correspondent à ton besoin. Et si vous regardez un article assez récent de Microsoft, en fait, c'est exactement ce qu'ils vont faire, ou en tout cas ce qu'ils envisagent de faire avec Bing. Dans ce que dit l'article, dans un premier temps, on devra soumettre nous-mêmes, dire tiens, j'ai fait une Progressive Web App, je l'inscris sur tel site, mais ils disent qu'ils réfléchissent demain à juste faire de l'indexation du crawling classique, qui pourrait découvrir votre application sans avoir quoi que ce soit à faire. Le 9e point, c'est installable. Alors je mets des méga guillemets parce que ça reste très différent d'un
d'un processus d'installation sur une application native, l'idée c'est de résoudre ce problème-là. En gros, si vous voulez une icône sur l'écran d'accueil pour un site web aujourd'hui, il faut cliquer sur un menu sur lequel personne ne clique. Et ensuite, il faut aller tout en bas, sur lequel personne ne va. Et enfin, vous pouvez avoir un raccourci sur l'écran d'accueil. Donc ça, clairement, à part vous et moi, personne ne le fait. En fait, l'idée que nous proposent plusieurs navigateurs, c'est de dire, alors, tu as navigué plusieurs fois sur mon site, tu as un service worker, du coup, tu vas peut-être fonctionner hors ligne, etc. Différentes heuristiques de est-ce que l'utilisateur aime bien le site, est-ce qu'il l'a mis en favori, etc. Et si c'est le cas, tiens, on va lui dire, hey mec, ajoute ce site sur ton écran d'accueil. Donc ça, c'est un peu la récompense que propose Google. Opera a une UI qui est à peu près similaire, mais ils réfléchissent à d'autres choses. Firefox y travaille aussi. Et une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez avoir votre site, potentiellement, si vous l'avez décidé, sans barre de navigateur. Ça, encore une fois, c'est un problème dont on pourra discuter. Opera, une des idées qu'ils ont en plus de ce bandeau, c'est un badge ambiant, ils appellent ça, qui est tout le temps présent. Donc si vous validez toutes les caractéristiques d'une Progressive Web App, ils disent nous on va systématiquement mettre un bouton à côté de l'URL pour que la personne l'ajoute à son écran d'accueil. Je pense qu'il faut continuer à expérimenter. Il y a énormément de gens pendant les années qui arrivent qui vont dire je peux mettre un site sur mon écran d'accueil. Et peut-être que les gens qui arrivent sur le web pour la première fois, ils vont trouver ça normal. Il va falloir du temps avant qu'au niveau expérience utilisateur, ça arrive et qu'on trouve les bonnes idées. Le dernier point, c'est progressif. Donc tout ce qui est progressive enhancement, amélioration progressive. Ces sites doivent s'adapter aux capacités du navigateur. Et tout simplement doivent s'adapter à des navigateurs qui ne supportent pas les service workers, qui ne peuvent pas faire du push ou pas du hors ligne. Donc il faut bien penser votre application pour qu'elle marche le plus possible. Au niveau support, on n'est pas trop mal. Côté Firefox, Chrome, Opera, on a quasiment 100% de l'aspect qui est supporté. Mais comme il y a des nouveautés qui arrivent, finalement c'est une course sans fin. Mais le gros de ce que je vous ai montré fonctionne. Côté Edge, ils travaillent sur... ils ont donc dans la dernière preview de Edge l'API Fetch et ils travaillent en ce moment à implémenter les service workers, le cache et le push. Côté Safari, ils font des efforts depuis 6 mois. Ils ont enfin des nightly builds où ils présentent leurs nouveautés. Ils travaillent sur l'API Fetch. Après, je vous laisse imaginer que ce n'est pas des masses le business model d'Apple de plus faire d'applications natives, donc on verra un peu ce que ça donnera. Il n'y a pas de polyfill, donc si ça ne marche pas dans un navigateur, ça ne marche pas. Par contre, il y a des helpers. Alors, il y a 2 helpers des équipes de Google qui sont vraiment bien. C'est SW Precache, qui va vous générer un peu ce script avec des stratégies de cache prêtes à l'emploi. Il faudra quand même mettre les mains dedans. Et puis surtout, SW Toolbox avec un routeur, parce que les regex sur les URL, ça va 5 minutes. Mais en gros, vous allez pouvoir dire alors, tout ce qui est /API /étoile, je fais la course. Tiens, le premier qui répond, il a gagné. Ou alors, je fais d'abord le cache, puis ensuite le réseau. Et s'il a trouvé le réseau, il arrive dans le cache. Pour ça, vous avez des recettes toutes faites, parce qu'il y a énormément de boilerplate à écrire si vous vouliez le faire à la main vous-même. Et puis finalement, il me manque une image. Ça, c'est pas grave. Hein. Le fait qu'un navigateur ne supporte pas les service workers, c'est pas grave. Il faut juste concevoir votre site pour qu'il fonctionne comme n'importe quel site d'aujourd'hui sur d'autres navigateurs. On a vu récemment la Progressive Web App du Washington Post, Washington Times, un journal américain, qui a eu des augmentations de conversion et de gens qui lisent de plus en plus les contenus, même sur iOS, parce qu'au final, ils avaient adopté différentes bonnes pratiques, mais au final, ça marche quand même sur iOS Safari. Alors, tout ça, c'est que le début. Il y a énormément
de choses qui vont être possibles avec ces service workers. Avec ça, vous avez finalement, si vous regardez bien, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à n'importe quel proxy qu'on aurait côté serveur, dans lequel on aurait mis des stratégies de cache et qui améliorent les performances. Au final, on n'en est pas très loin et avec ce système-là, on va pouvoir penser à énormément de choses un peu farfelues ou très utiles pour les utilisateurs. Il y en a une qui est assez sympa, c'est le fait de faire de la synchronisation en arrière-plan. En fait, si vous vous souvenez du funiculaire, parfois vous faites des requêtes avec une page web et le mec il ferme l'onglet. Vous faites « mince, qu'est-ce que je fais ?» Alors, il y a quelques applis, Google Keep ou autres, qui vous disent « ne ferme pas la page, je suis en train de me synchroniser » et ils vous empêchent de la fermer avec une petite alerte. On va enfin pouvoir éviter ce genre de choses. On va pouvoir dire alors, dans ma page, je vais parler à mon service worker et je vais lui dire tiens, je register une synchronisation. Je vais l'appeler Save Data. Et ça veut dire que j'ai envie de faire quelque chose. Et du coup, même si l'onglet est ouvert, le navigateur va essayer plusieurs fois en réveillant votre service worker avec l'événement sync. Il va essayer de faire l'action que vous vouliez faire. Donc, à savoir envoyer un message, etc. Donc ça, demain, c'est possible grâce au service worker et ça va être vraiment intéressant. Alors, je cherche un dernier exemple à vous montrer. Oui. Alors, je parlais d'idées farfelues. Et c'est là, on est en mode brainstorming. Il y a des bonnes et des mauvaises idées. Il y a une idée, je ne sais pas encore si elle est bonne ou mauvaise, mais elle m'intrigue. Il y a des gens qui ont fait de la conversion à la volée. Donc, ils ont dit, moi, depuis le réseau, j'envoie du ECMAScript 6. Et c'est dans le service worker que je vais détecter comment il faut le compiler, etc. pour juste le... Wow. Bonne idée, mauvaise idée, je ne sais pas. Mais le fait que quelqu'un ait fait ça, c'est génial parce que ça nous donnera sûrement plein d'autres idées. C'est intéressant de voir comment c'est fait. Moi, je ne mettrai pas ça en prod demain. Mais c'est là, on brainstorm, c'est très nouveau, et il faut jouer avec, il faut essayer de convertir des images. Ouais, il y a un mec qui a essayé avec des images. Là, la batterie, elle va prendre cher. Enfin, en tout cas, faut continuer les expérimentations farfelues. Il faut trouver les bonnes pratiques et les anti-patterns qu'on connaît maintenant sur d'autres technologies. Il reste beaucoup d'autres défis à relever. Comment on gère les gens qui veulent absolument pas de barre de navigateur pour ressembler à une application native? Comment on fait pour partager? Comment on fait, etc. Comment on fait pour maîtriser ce qui est stocké dans ce fameux cache en tant qu'utilisateur? Donc ça, on va avoir des nouveautés bientôt qui vont nous ramener au même niveau, mais ça va prendre du temps. Et il y a encore énormément de choses à réfléchir autour de tout ça. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai hâte d'être dans le futur. J'ai hâte de voir comment les Progressive Web Apps et les Service Workers vont impacter notre manière de développer de développer sur le web. Après, je garde dans un coin une petite frayeur qu'on aille un peu trop loin, qu'on perde ce qui fait la force du web, donc il faut rester vigilant. C'est pas acquis du tout. Puis j'ai hâte d'être en 2020 et de vous raconter ma semaine de ski, de vous dire quels services on utilise avec mes potes, comment nos habitudes ont évolué. Est-ce qu'on sera en mode « t'as installé une application pour ça ?» Ou est-ce qu'on sera « oui, c'est toujours normal ?» Est-ce qu'on sera plus proche de ce qu'on fait sur desktop où ça devient moins courant mais il y a quand même des usages? Rendez-vous dans quelques années. On verra bien d'ici là. Je vous remercie beaucoup. Alors, normalement, j'attends un check, mais j'ai pas de temps pour les questions. Ouais? Si? Une petite question. Puis sinon, je suis là toute la journée, donc n'hésitez pas à m'embêter, j'adore ces sujets-là. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Alors, pendant que quelqu'un cherche une question, vous avez une liste ici, une liste de Progressive Web App assez sympa, de démos que vous pouvez aller voir. Oui?
Alors, j'ai pas bien entendu. Alors, ça va dépendre forcément du navigateur. Sur Chrome, ça fait plus d'1 an que tout ce qui est cache fonctionne. Tout ce qui est notif, presque 1 an aussi. Sur Firefox, ça fait depuis janvier. Sur Opera, c'est à peu près similaire à Chrome. Et sur Edge, il faut attendre encore. Pour l'instant, on est sur des previews. Il y a un détail que parfois les gens ne saisissent pas toujours. Chrome sur iOS, c'est pas vraiment Chrome, donc on n'a pas tout ce qui est là-dessus, quoi. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur ces sujets-là. Merci beaucoup.